Mes amis, bien le bonjour. Le 20 avril 1978, le vol Korean Airlines 902 décolla de l'aéroport de Charles de Gaulle. Destination était littéralement à l'autre bout du monde, Séoul, en Corée du Sud. Ce vol, même le 747-200, pourtant une magnifique machine du ciel de l'époque, ne pouvait pas faire en une seule traite. Il fallait tout d'abord aller en Alaska, à Anchorage, atterrir, prendre plus de carburant, changer d'équipage, avant de continuer la traversée du Pacifique Nord. L'avion va pourtant faire une trajectoire extrêmement étonnante. Tout d'abord, il décolle de Paris, il va remonter vers le nord, infléchir sa trajectoire vers l'ouest, il va aller vers le Groenland, comme le font tous les avions qui traversent l'Atlantique nord. Mais soudainement, alors qu'il vient de finir la traversée du Groenland et qu'il est sur le point de rentrer dans l'espace canadien, il va faire demi-tour. Il va soudainement partir sur sa droite, faire demi-tour et littéralement rebrousser chemin. Les passagers qui voyaient au départ le soleil sur la gauche, ils voyaient que leur avion volait vers le soleil, soudainement s'inquiètent parce qu'ils réalisent que le soleil est maintenant dans leur dos. Ils ne comprennent pas quelle incitation a eu le pilote pour quitter l'ouest et commencer à voler vers l'est. Autre chose, normalement dans un vol comme celui-ci, on ne voit pas le soleil se coucher. Le soleil reste toujours haut sur l'horizon. Là, doucement, le soleil commence à se coucher, puis au bout d'un certain temps, c'est la nuit, littéralement. Ceci est complètement anormal. Le vol Korean Airlines 902 va voler à l'opposé de sa direction originale pendant 3 heures. Il va rentrer dans l'espace aérien soviétique. Il va arriver au-dessus de Mourmansk, une base militaire extrêmement sensible, et continuer à s'enfoncer vers le sud. Si personne ne l'avait arrêté, il aurait survolé Moscou et peut-être qu'il aurait fini son vol à Ankara. Pour un avion qui faisait Paris-Anchorage, c'est quand même une trajectoire extrêmement surprenante. Il est chopé au radar une fois qu'il traverse les côtes soviétiques. Des avions vont le suivre, des Sukhoi 15, des intercepteurs. Ils vont vouloir attirer son attention, ils vont vouloir le forcer à atterrir. Le pilote va refuser d'obtempérer et ils finissent par obtenir l'ordre d'ouvrir le feu. À ce stade, il était déjà à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de leur territoire, qu'ils survolaient depuis déjà une bonne heure. Ils vont tirer, ils vont lancer, selon les histoires, ils ont lancé un missile qui a explosé. Ils ont tiré à la mitraillette, lançant des balles grosses comme des noyaux d'avocat qui vont traverser le fuselage et causer de morts. L'avion est dépressurisé, il perd de l'altitude. Les Russes considèrent qu'il a eu son compte. Ils vont être magnanimes et ne pas continuer, ne pas l'achever. Il manque un bout d'aile, il manque un réacteur qui s'est arrêté, mais les pilotes réussissent à atterrir. Ils vont atterrir sur une sorte de lac glacé. Et cet atterrissage en pleine campagne, en race campagne, avec un long courrier, un 747, est un témoignage de la maîtrise de ces pilotes. Ce qui rend de plus en plus inexplicable pourquoi ils ont fait cette erreur de navigation pendant 3 heures. Les passagers sont donc mis aux arrêts, ainsi que l'équipage. L'avion est démantelé sur place. Et au bout de quelques jours, tout le monde est relâché, y compris les pilotes et le mécanicien navigant. On va leur pardonner. Ils auront un pardon officiel et ils rentreront. Un avion de Pan American Airlines vient les chercher et puis ils rentreront à la maison, sauf les 2 qui ont perdu la vie dans cette histoire. On n'a jamais expliqué pourquoi le vol 902 a fait une erreur aussi grossière. Pourquoi les pilotes ont accepté de faire ce virage, pourquoi ils ont accepté que le soleil soit dans leur dos, ça n'a strictement aucun sens ce qu'ils ont fait. Pour l'Union soviétique, c'était clair.
C'était une mission téléguidée par les États-Unis pour tester les défenses aériennes de la région de Mourmansk. Région extrêmement sensible, surtout quand il s'agit de sous-marins nucléaires. Il faut savoir que la Russie a très peu d'accès à la mer, contrairement aux États-Unis et à d'autres pays. La Russie est très limitée, elle est relativement enclavée, et elle a deux sorties. Elle a une sortie à l'est et une sortie à l'ouest. La sortie à l'ouest, c'est là où le KL-902 est venu explorer les défenses aériennes. 1983. On oublie ce vol, et nous sommes le matin du 1er septembre 1983 au nord du Japon. La 5e armée de l'air américaine va se réveiller le matin dans une agitation très particulière. Durant la nuit, il semblerait qu'un vol de Korean Airlines, un autre, un 747 également, s'était plus ou moins égaré et avait violé le territoire soviétique et potentiellement il a disparu. Ils l'ont probablement abattu. Les États-Unis et les Japonais vont lancer une vont lancer une recherche probablement parmi les plus grandes de leur histoire. Des milliers d'hommes sont impliqués, des navires de toute taille vont envahir la région, des avions, des Hercule, des RC-135, à la recherche de cet appareil ou ce qu'il en reste. Au départ, les Russes ne vont pas être honnêtes et dire immédiatement qu'ils l'ont abattu. Parce que la réalité, c'est qu'ils l'ont abattu dans la nuit. Ils vont dire, oui, il y a un avion civil, c'est égaré devers chez nous, on l'a un petit peu chassé, il est sorti de nos frontières, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Et puis là, que voici, vous êtes en train de le chercher. Les Russes mentaient. Les Américains le savaient. Reagan, président de l'époque, le savait. Il avait les preuves. Les preuves, c'est que ils avaient écouté, durant la nuit, les communications entre les Russes et les contrôleurs russes et les pilotes d'avions de chasse qui avaient été dépêchés pour trouver le vol KL-007. Sur son bureau, le président Reagan avait l'enregistrement. Sauf qu'il ne voulait pas en faire état. Parce qu'il ne voulait pas que les Soviétiques sachent à quel point leurs communications sont espionnées par les Américains. C'est très souvent comme ça dans le renseignement, quand une information est obtenue par une source et puis qu'on n'a pas envie de dévoiler la source, il faut trouver une autre manière. Il faut trouver la même information, on sait ce qu'on cherche, mais il faut trouver la même information via une autre source de laquelle on puisse faire état. Par la suite, on peut dire, bon, ce que les Américains voulaient, c'était les boîtes noires de l'appareil. Les boîtes noires auraient permis de prouver que l'avion était abattu sans qu'on ait besoin d'avoir recours donc aux enregistrements. Les recherches vont s'accentuer, mais les Américains ont une limite. Les Japonais aussi. Les Coréens également. Ils ne peuvent pas rentrer dans les eaux de l'Union soviétique. Ce qu'ils font, ils vont même garder une certaine distance de ces eaux-là. Ils vont prendre une zone tampon qu'ils vont utiliser pour éviter ne serait-ce que par inadvertance, de rentrer dans ce territoire et causer encore un incident. Le monde était à ce stade-là, sous la présidence Reagan, les tensions étaient extrêmement élevées avec l'Union soviétique et il s'agissait assez ouvertement d'annihilation. Chacun parlait d'annihiler les autres. Il y avait une course à l'armement, une course au nucléaire. Des missiles avaient été installés par les États-Unis en Allemagne de l'Ouest et étaient à quelques minutes de frapper Moscou si nécessaire. Les Russes savaient qu'ils étaient exposés à ce genre d'attaque et les Américains développaient une doctrine qui était une attaque sans réponse, qu'ils appelaient une attaque sans paiement. Parce que si on regarde au niveau de la dissuasion nucléaire, ça marche comment? C'est pas une question de première frappe. La première frappe, c'est simple. N'importe qui dispose d'une arme atomique peut faire une première frappe, peut prendre l'initiative de frapper son ennemi stratégique. Ce n'est pas là la question, ce n'est pas là la dissuasion. La dissuasion, c'est un ennemi, même frappé par l'arme nucléaire, peut riposter et détruire celui qui l'a frappé en premier. C'est la capacité dite de seconde frappe.
qui est très importante. Beaucoup de pays ont l'arme nucléaire, mais n'ont pas de capacité de seconde frappe. C'est pour ça qu'ils ne sont pas considérés sur le plan de la dissuasion comme des partenaires très sérieux. Souvent, c'est, comme par exemple pour l'Inde, souvent c'est des problématiques régionales. C'est une arme qui permet de créer une dissuasion, une mini-dissuasion, dans une logique régionale, mais pas dans une logique mondiale. Donc, les Russes et les Américains avaient développé une flotte de sous-marins nucléaires, porteurs d'engins, qui sont capables justement de disparaître dans les océans du monde, de se cacher dans des mers, de se cacher entre des rochers, se cacher sous des isothermes, dans des endroits où ils sont très difficiles à détecter, et qui restent là, sans bouger. Et que, quand ils recevront l'ordre, ou bien quand il y a une attaque nucléaire, ils puissent riposter. Les Américains, ce qu'ils voulaient, ils voulaient justement tout savoir sur la capacité sous-marine de l'URSS, sachant que les options sont très limitées. Il y a soit Mourmansk, soit il y a de l'autre côté. Il y a la péninsule du Kamchatka. Il y a la base de Petropavlovsk, qui était une base extrêmement importante et qui est extrêmement protégée. Et souvent, 85% des sous-marins russes ne sont pas au large, mais sont plutôt à port, à quai. Donc, ça signifie que pour les États-Unis, ils étaient en train de développer une doctrine leur permettant de frapper sans recevoir de riposte. Ça signifie frapper tellement fort, détruisant les bases sous-marines, détruisant les sous-marins, de sorte que l'ennemi est décapité du premier coup. Les Russes le savaient. Et parce qu'ils le savaient, les risques que eux prennent l'initiative d'une frappe, en cas de doute, étaient plus élevés. Les Américains, sachant cela, avaient plus de raisons, eux aussi, de frapper en cas de doute. En fait, ceci vous montre la précarité d'un monde dont la stabilité n'est pas basée sur le respect mutuel et l'amitié entre les peuples, mais qui est basée sur une dissuasion nucléaire basée sur la potentialité d'un holocauste mondial. Pour cette raison, la région du Kamchatka, qui est cette péninsule, plus l'île en dessous de Sakhaline, est une région extrêmement sensible. Les Russes sont prêts à la protéger à tout prix. Le KAL-007, si on revient un petit peu sur son histoire, était un avion qui devait relier New York à Séoul. Le 747-200 avait décollé de New York et puis il avait atterri à Anchorage, en Alaska. Comme en 1978, c'était la même destination également, comme pour le KAL-902. Le KAL-902 avait fait demi-tour bien avant de l'atteindre. Le KAL-007, qui porte un petit peu ce chiffre qui nous rappelle un peu les films de James Bond, dont le méchant de l'époque était l'URSS, avait atterri à Anchorage. À ce moment-là, il avait une heure de départ qui était dite flexible. Ça veut dire qu'une fois qu'ils arrivent là-bas, ils analysent les vents, ils regardent un petit peu combien de temps il leur faudrait pour arriver à Séoul, et ils arrangent leur départ. Ils arrangent leur départ pour arriver à 6 heures du matin à Séoul. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant 6 heures du matin, l'aéroport est fermé, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de bagagistes, il n'y a personne. Donc l'avion arrivait à Anchorage, et puis à partir de là, ils faisaient le calcul. Ce jour-là, ils ont changé l'équipage, un équipage qui était arrivé la veille par un avion cargo via Toronto, a pris possession de l'avion, cet équipage était frais, avait passé la nuit à Anchorage, a pris possession de l'avion qui a été refuelé, et puis nettoyé. Vous savez, les longs courriers très souvent sont extrêmement dégueulasses à l'issue d'un vol. Donc l'avion a été nettoyé, et puis a pris son envol en décollant vers le nord, piste 32 de l'aéroport d'Anchorage. Il estimait arriver à Séoul à 6 heures du matin après un vol de 7 heures, et c'est qu'en 3 minutes. Normalement, le temps de vol est habituellement de 8h20, mais comme les vents prévus étaient moins forts, les vents contraires étaient moins forts, eh bien, ceux-ci avaient raccourci le vol d'à peu près une demi-heure. Donc, l'avion décolle, il y a 249 personnes à son bord. Décolle piste 32, tourne sur la gauche, et puis, il remonte le long donc de l'Alaska,
en allant vers des routes de transit océanique. Il y a 5 routes de transit océanique, on lui donne la R20. La route R20 est une route qui est la plus proche, qui vient raser le plus le territoire de l'URSS. C'est celle qui est le plus à l'ouest, on va dire. C'est une route composée de 9 points de route. Il y a 9 points définis sur l'océan, et sur 6 de ces points-là, les avions qui prennent la route doivent s'annoncer auprès du contrôleur océanique et donner leur position et confirmer qui viennent de la passer et confirmer leur estimé pour la prochaine. Il n'y a pas nécessairement de contrôle radar dans cette zone du monde qui est assez désertique. Nous sommes dans le Pacifique Nord. L'avion de KL va faire une trajectoire très bizarre dès le départ d'Anchorage, quand il commence à s'annoncer au-dessus de points de route. On est bien avant la route de transit océanique, on est bien avant la R20. Déjà, il est en train de se décaler progressivement. Il a un petit décalage. Et en fait, ce décalage est absolument incompréhensible. On a tenté de l'expliquer par divers moyens, n'a jamais été compris complètement. Pour les Russes, il a été fait exprès. Toujours est-il qu'au moment où il arrive au niveau de la R20, à l'entrée de la R20, notre avion est bien plus à l'ouest que où il devrait être. En réalité, il est déjà en train de survoler le territoire soviétique. Donc, notre avion va survoler le Kamchatka. Cette péninsule très peu habitée, elle a 2-3 villes qui concentrent l'essentiel des habitants. Le reste, c'est des étendues vertes et volcaniques, mais il y a aussi des installations militaires extrêmement sensibles. Notre avion est en train de survoler en pleine nuit cette zone. La Lune est à peu près à 45%. C'est nuageux. Et le 747 vole vers son destin. Il tente de contacter les contrôleurs aériens, mais il n'arrive pas, tout simplement parce qu'il y a des relais de radio qui sont au sol, et notre avion est très loin de ces relais-là à ce moment. Donc il est obligé de contacter un autre avion, le KL-015, qui fera relais pour lui. Mais là déjà, nos pilotes avaient la possibilité de réaliser qu'ils sont loin de leur route. Ils ne vont pas le réaliser du tout. Deuxièmement, il y a un élément important. En rentrant dans la R20, nos pilotes auraient dû mettre le transpondeur sur 2000. Ils auraient dû afficher une valeur de 2000 qui conventionnellement était attachée aux avions qui traversaient cette route. Ils ne vont pas le faire. Donc ils ne vont pas utiliser leur transpondeur correctement. Très souvent, et ceci va leur être reproché par la suite, par les Russes en particulier, parce que très souvent les avions qui veulent planquer un petit peu leur cheminement, ça arrive quand un avion veut traverser une zone interdite ou faire quelque chose de bizarre sans que les contrôleurs aériens ne le voient. Eh bien, une des techniques, c'est justement de couper le transpondeur ou d'utiliser une valeur complètement fantaisiste. C'est ce que le KL-007 semble faire. Alors, notre avion qui vole au niveau 310, soudainement apparaît dans les radars des militaires soviétiques. Ceux-ci vont se lancer à sa recherche. Ils vont lancer des avions de type MiG-23. C'est des avions de chasse, sont lancés à sa recherche et guidés par radar depuis le sol. Le problème, c'est que les soviétiques n'ont jamais été efficaces. Beaucoup de militaires soviétiques seraient des personnages très crédibles dans un livre de Taras Bulba. Ils sont dépassés, ils n'arrivent pas à le localiser correctement, ils donnent des mauvais caps aux MiG, qui vont le chercher pendant un bon moment, puis ils vont le rater. Ce qui est assez honteux pour eux. On a 4 MiG qui sont capables de voler à 2 fois la vitesse du son, qui cherchent un 747 civil, et qui vont le rater. L'avion va sortir du Kamchatka. Il arrive au-dessus de la mer, et en fait, techniquement, il a quitté le territoire soviétique. Mais il va continuer sur sa lancée. Ce qu'il va faire, c'est il va re-rentrer dans l'espace soviétique, et cette fois-ci au-dessus de l'île de Sakhalin. Île également très sensible.
Cette fois-ci, les militaires soviétiques l'attendaient. Ils vont envoyer des MiG-23, ils vont envoyer des Sukhoi 15. Ces appareils vont le prendre pour un KC-135. En réalité, pourquoi ils vont le prendre pour un RC-135? Tout simplement parce que dans la région, il y a la 5e armée de l'air américaine qui espionne la Corée du Nord, la Chine et l'Union soviétique. Ils espionnent pour le compte de la NSA et ils ont des avions de type RC-135 qui sont fabriqués par Boeing à la base. C'est des quadriréacteurs, c'est un châssis à peu près de Boeing 707 et c'est des avions qui volent 24 heures sur 24 au ras des frontières soviétiques. Parfois même, ils font semblant de rentrer dans celle-ci. Ils avancent à toute vitesse vers les frontières soviétiques. Et puis à la dernière seconde, ils font demi-tour et ils reviennent. Parfois même, ils vont violer ces frontières-là avant de ressortir. C'est une surveillance permanente. Pourquoi? Parce que ça leur permet de renvoyer tous les signaux qu'ils captent. Ça peut être des signaux de radar, des signaux de communication et autres. Ça leur permet d'envoyer ça à la NSA pour que ça puisse être décrypté, pour que ça puisse être analysé, et puis garder un œil constant en surveillance électronique sur cette région du monde. Les soviétiques, quand ils voient le 747 de loin, ils vont jamais vraiment s'en approcher, parce que selon les notes qui ont été relâchées par la suite par les Américains, selon les éléments de surveillance, les Américains ont sorti des documents, même si jusqu'à maintenant une bonne partie est complètement censurée par du noir. Donc, ces documents censurés montrent la communication entre les soviétiques, les pilotes soviétiques et leurs contrôleurs aériens. Une bonne partie est donc censurée, mais ils avaient peur que ce soit un RC-135. Parce que c'est le seul type de quadriréacteur qui avait tendance à violer l'intégrité territoriale de l'Union soviétique. Donc, ils ne veulent pas trop s'approcher de lui parce qu'ils savent qu'il a des contre-mesures. Ça signifie qu'il est capable de leur envoyer des missiles RR ou d'autres éléments pour se défendre. Donc, ils l'ont identifié, à leur sens, ils l'ont identifié, mais ils gardaient leur distance. Donc, ils ne sont jamais vraiment approchés pour que visuellement, ils puissent être sûrs que ce soit lui. Ils gardaient juste leur distance, mais ils voyaient quatre traînées correspondant à 4 réacteurs, comme le RC-135. À un moment donné, l'avion s'approche de la frontière, il va ressortir et partir donc dans les eaux internationales, après avoir survolé encore une fois le territoire soviétique. Il y a 2 choix, soit le laisser partir, soit le forcer à atterrir ou l'abattre. Le problème, c'est que pour ce pays, c'est une question de vie ou de mort. Plus tard, quand un journaliste demandera au ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, lui demandera « Est-ce que le fait d'avoir abattu, d'avoir sacrifié cet avion et d'avoir sacrifié les vies qui étaient dedans, 249 vies qui étaient dedans, est-ce que ça a valu la peine ?» Le ministre des Affaires étrangères a répondu « Pour nous, ça vaut des millions de vies. » En fait, il faisait référence aux vies des citoyens soviétiques qu'il protégeait par justement le maintien absolu de ses secrets et à tout prix. Donc, à ce stade, les pilotes vont demander l'autorisation au contrôleur japonais, parce que durant tout leur vol, ils passaient du contrôleur américain au contrôleur japonais. Donc là, ils demandent au contrôleur japonais l'autorisation de monter au niveau 350, parce que comme ils ont consommé plus de carburant, ça faisait 5 heures et 26 minutes qu'ils étaient en vol, donc ils demandent l'autorisation de monter au niveau 350, autorisation qui leur est accordée. Donc à ce stade, l'avion se cabre un peu, il commence à monter, il perd un peu de vitesse. Le Sukhoi 15 vont doucement commencer à le dépasser, ils vont réaliser que l'avion est en train de ralentir. Ils vont contacter leur contrôleur et lui dire que l'avion est en train d'utiliser une manœuvre évasive, qu'il est en train de ralentir pour justement, parce que comme ces avions volent très vite, ils ont du mal des fois avec les vitesses lentes, et donc, comme il ralentit, il peut ralentir plus qu'eux, ils ont tendance à le dépasser. Autre problème, plusieurs des avions Sukhoi 15 ou MiG-23 ont dû abandonner la chasse. La raison, c'est qu'ils n'avaient plus de carburant. Un des problèmes, et pourquoi il n'y avait pas de carburant, c'est que c'était une question de confiance, malheureusement.
Parce qu'au niveau de l'armée soviétique, les avions de ce type n'avaient pas le droit de décoller avec le carburant, le plein de carburant. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne voulait pas, c'était les défections. C'est que les pilotes puissent avoir la tentation de mettre le cap, par exemple, sur le Japon ou sur la Corée du Sud, et puis aller atterrir et demander l'asile. Il faut savoir qu'entre l'île la plus au nord du Japon et l'île la plus au sud de l'Union soviétique, il y a un bras de mer de 40 km seulement. Ça veut dire que en quelques minutes, un avion de type Sukhoi ou MiG-23 qui s'approche de la frontière soviétique, il peut très rapidement, sans que personne ne puisse le rattraper, peut aller atterrir au Japon, par exemple. C'est pour cette raison qu'on ne leur permettait pas de prendre beaucoup de carburant. Ils étaient limités. Le problème, c'est que cette limite, ce jour-là, allait créer un stress. C'était soit on l'abat maintenant, soit on est obligé de laisser tomber. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement à le suivre. À ce moment-là, ils vont recevoir l'ordre de frapper. Alors qu'il est en train de quitter l'espace soviétique, un des avions, un Sukhoi 15, va passer dessous, monter à la verticale et lancer 2 missiles de type R8. Les missiles de type R8 sont des missiles qui vont avoir une charge explosive de 40 kg chacun. Il semblerait que l'un d'eux les frapper seulement. Et quand on dit frapper pour ce genre de missiles, les missiles R8 ne vont pas frapper la cible et exploser. Ils vont plutôt arriver à une cinquantaine de mètres de la cible et exploser en la bombardant de morceaux de métal. Littéralement, le 747 a été transformé en passoire. Au moment de l'explosion, les pilotes du 747 en perdent le contrôle. Énormément de systèmes sont affectés. L'avion est dépressurisé, les masques tombent. Les pilotes cherchent à garder le contrôle, mais ils ne vont pas faire grand-chose. L'avion qui était au niveau 350, il venait de l'atteindre, niveau 350 va monter de 3000 pieds. Va cabrer et ralentir en montant. Il va échanger de la vitesse contre de l'altitude. Il arrive à 38 000 pieds. C'est plutôt là que les pilotes parviennent plus ou moins tant bien que mal à le contrôler et le remettre sur une trajectoire de descente. Ils vont se mettre sur une trajectoire de descente, tourner vers le nord. C'est peut-être pas un virage contrôlé, c'est à partir de ce moment-là, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis ils vont parvenir à le stabiliser vers 16 000 pieds pendant à peu près 5 minutes. Et par la suite, ils vont perdre le contrôle, il va continuer à descendre et puis s'écraser en mer, tuant ses 249 occupants. La descente, entre le moment de l'impact du missile et l'impact contre l'océan, il s'est passé 12 minutes. À côté, pas très loin, il y avait un RC-135 qui avait... Il est payé pour ça, c'est pour ça que cet avion existe, qui avait vu toute la scène. Ils ont des radars, ils ont des systèmes d'écoute, radio qui écoutent et qui enregistrent sur plein de fréquences. Donc ils avaient vu toute l'histoire, mais à aucun moment ils l'ont signalé au CAL 007. Ils ont dit par la suite que nous, oui, c'est vrai que on peut pas faire du trafic aérien. On fait pas partie de l'ATC. On va pas contacter un avion civil en lui disant hey, nous sommes la NSA ici. Notre espionnage montre que vous êtes en train de vous égarer ou aller vers une montagne ou que vous allez vous faire attaquer par des missiles. Ils disent que ce n'est pas leur travail. Néanmoins, et ils ont vu. Et d'après les Russes, tout le but de l'histoire, c'était faire cracher les radars. Parce que les radars, beaucoup de radars sont passifs. Ça signifie qu'ils ne sont pas activés. Ils sont silencieux. Du moment qu'ils sont silencieux, ils sont indétectables. Un radar est détectable par des mesures de surveillance électronique quand il commence à fonctionner. S'il ne fonctionne pas, c'est juste un objet de métal qui est quelque part et c'est très difficile de le détecter. Les Américains balayaient cette région par tous les moyens. Alors, il y a plusieurs moyens de balayer une région. Il y a les satellites. Le problème des satellites, c'est que si on prend le géostationnaire doit voler à une altitude très élevée au-dessus de la Terre. Ça veut dire qu'il est stable, il est toujours au même endroit, mais son altitude est telle, c'est la loi de la physique, qu'il va falloir des optiques monstres et il ne pourra pas donner beaucoup de détails. Il y a des satellites espions qui volent beaucoup plus bas, mais le problème c'est qu'ils volent plus bas, mais ils volent plus vite. Donc, ils passent régulièrement au-dessus d'un endroit, mais ils sont pas tout le temps là. Donc, il peut se passer, l'ennemi par exemple peut savoir
le rythme ou le cycle de passage des satellites espions et peut, par exemple, s'adonner à certaines activités que lorsque les satellites ne sont pas là. Problème. Il y a des avions de type U-2, des avions espions. Mais ceux-ci doivent voler très haut avec des risques énormes qu'ils prennent à chaque fois, comme par exemple cet avion U-2 qui s'est écrasé au milieu de la Russie, à l'époque de Nikita Khrouchtchev, et ça a créé une méga crise diplomatique entre l'URSS et les États-Unis. Il y a aussi une autre technique qui est d'utiliser des avions civils. On peut très facilement utiliser un avion civil, dire qu'il s'est égaré, et malheureusement, le fait que des avions civils aient été utilisés par les uns et les autres, par les soviétiques, comme par les Américains, dans des missions d'espionnage, a parfois coûté la vie à beaucoup de monde. Il y a par exemple un avion israélien qui a été abattu par la Bulgarie. Il y a un avion Boeing 727 libyen qui a été attaqué par les Israéliens, qui a été abattu, où pratiquement tout le monde est mort. Donc il y a régulièrement des attaques comme le KAL 902, comme le KAL 007. Quand par la suite, et celui-là c'était une situation, il n'était même pas dans une logique d'espionnage ou autre, on peut même pas démontrer une logique d'espionnage, c'est un avion iranien, un Airbus A300 qui a été abattu par les Américains en 1988, l'USS Vincennes. Il a lancé un missile, et là on survolait même pas le territoire des États-Unis. Là on est dans le Golfe, on est dans le Golfe Persique. Ça veut dire que l'avion iranien avait tout le droit d'être là. C'est l'USS Vincennes, c'est le croiseur américain, et qui était bien au-delà de sa zone de compétence, de la zone territoriale des États-Unis. On est dans le Golfe Persique. Et il a lancé des missiles, il a abattu l'Airbus A300, tuant quand même 290 personnes. 290 civils ont été tués par les États-Unis. Donc en fait, les avions civils, malheureusement, ont toujours été, dans les conflits entre les nations, ont toujours été souvent une sorte de variable d'ajustement. Le 0007 est abattu, tombe à l'eau, le monde se réveille le matin, on ne sait pas où il est. Les Américains commencent à chercher les boîtes noires, et le 25 septembre, à peu près 25 jours après le drame, ils vont entendre des pings sous la mer, ils vont entendre des pings caractéristiques des boîtes noires. Le seul problème, c'est que, deux problèmes. Ils étaient dans la zone la plus profonde de la région, 620 mètres. Une zone très profonde. En plus, le ping, au lieu de venir toutes les secondes, était reçu toutes les 3 secondes, ce qui était, pour les analystes, ce qui était une mauvaise nouvelle, parce que potentiellement, soit les boîtes noires ont été endommagées, c'est ce qui fait que le cycle du ping a changé, ou bien que les batteries étaient en train de s'épuiser, peut-être même l'eau s'est infiltrée dedans, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas assez d'énergie pour envoyer un ping toutes les secondes. Les Américains vont quand même chercher et vouloir à tout prix récupérer ces boîtes noires. Sur ce, les Soviétiques commencent une campagne de harcèlement et commencent à venir se mélanger aux bateaux qui cherchent avec des sonars, faire du bruit, et le bruit est très mauvais pour les sonars, qui commencent à perturber les recherches, passer à quelques mètres de manière très agressive devant les navires américains, japonais, coréens qui étaient dans la région, et très rapidement on craint l'incident. À un moment donné pourtant, quelque chose d'absolument extraordinaire va se passer. Dans cette ambiance de Troisième Guerre mondiale, les Soviétiques vont contacter la flottille qui est en train de faire ses recherches. Ils vont leur dire, ce bateau japonais, dites-nous qui est à bord. Et envoyez-le chez nous. Les Américains ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des représentants. Ils vont prendre quelques Américains, ils vont prendre un traducteur, ils vont mettre 4 Coréens, ils vont mettre un représentant de l'OACI. Il faut savoir que dès le début, l'enquête avait été prise en charge par le NTSB américain, mais il a été dessaisi. On lui a demandé de transférer la responsabilité de l'enquête à l'OACI, qui dépend de l'ONU. C'est l'OACI qui a fait l'enquête. L'OACI n'a aucune expérience de faire des enquêtes, et c'est l'OACI qui va sortir un rapport par la suite. Un rapport qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, l'OACI n'était pas réellement dans son rôle. Toujours est-il, ils forment une sorte
d'équipe. Il y a même un représentant du consulat américain au Japon, à Tokyo, et il contacte les soviétiques en leur disant, voilà, nous sommes là. Les soviétiques leur disent, débarquez les Coréens et venez. Donc les 4 Coréens qui étaient là-dedans ont dû être débarqués. Et puis le navire japonais va foncer vers les frontières de l'Union soviétique, rentrer dans les eaux soviétiques, et puis recevoir une escorte qui va l'accompagner jusqu'à un port. Donc ils arrivent au port. Là, il y a des officiers du KGB qui les attendent. Et ils vont leur fournir des boîtes. Ils vont leur dire, on sait ce que vous cherchez. Nous, on a trouvé un certain nombre d'objets et on va vous les donner. Ils leur donnent 76 objets. C'est des effets personnels, des livres appartenant à des passagers, des habits, des pièces de l'avion qu'on a trouvées flottantes. Et ils vont faire ce geste. Ils vont leur dire, voici, prenez tout ça. Les gens du bateau sont complètement abasourdis par ce geste. Ils vont prendre ces éléments et puis ils vont partir avec. Les boîtes noires n'ont jamais été trouvées. Malgré les recherches, dans cette zone, les Américains ne vont pas trouver les boîtes noires et ils vont cesser les recherches. Par la suite, quelques objets vont atterrir au Japon, sur les côtes japonaises, ils vont être ramassés. Et puis, Reagan va décider pour surfer un petit peu sur le mouvement anti-soviétique que ce drame avait déclenché, parce que c'était littéralement une aubaine pour lui. Et il avait décidé de surfer dessus à fond. Il faut voir la couverture de l'époque. C'était que les soviétiques ont décidé d'emblée, d'eux-mêmes, froidement, d'abattre un avion civil. On n'a pas expliqué le contexte géostratégique au public. On n'a pas expliqué le harcèlement quotidien qui était subi. On n'a pas expliqué les violations de l'espace aérien régulier, répétées par des avions américains faisant de l'espionnage. On n'a pas raconté tout ça. On a surfé là-dessus. Alors que plus tard, 5 ans plus tard, même sous la présidence Reagan, 5 ans plus tard, quand les Américains ont abattu un avion civil, un Airbus iranien, là, le discours qui a été communiqué à la presse, et que la presse a tenu, c'était l'erreur. On a insisté sur l'erreur humaine. Alors qu'en 82, c'était pas l'erreur humaine. On a insisté sur la monstruosité de l'ennemi. Les communications entre les contrôleurs aériens russes et les pilotes sont sortis. Les Américains ont donc prouvé qu'ils écoutaient et qu'ils étaient capables de tout enregistrer, tout écouter. Mais à ce moment-là, ils se fichaient pas mal. Pour eux, révéler leurs sources n'était plus un problème par rapport au gain politique qu'allait donner cette révélation. Des années vont passer. L'OACI va sortir un rapport sans jamais vraiment expliquer l'égarement du KL-007. Il semblerait qu'à partir de Anchorage, il ait suivi un cap constant, qu'ils se sont mis en mode heading et ils ont suivi une sorte de loxodromie. Les avions, quand ils naviguent, ils font de l'orthodromie. Ça signifie qu'ils suivent des routes de grands cercles, des routes plus courtes, qui sont pas nécessairement à cap constant. Là, il semblerait que l'avion ait décollé et que, malgré qu'il fût équipé de centrales inertielles lui permettant de naviguer avec précision, et celle-ci n'avait donné aucun problème lors du vol entre New York et Anchorage, il semblerait qu'il ait décidé d'aller à Séoul à cap constant, en suivant une loxodromie. Parce que l'erreur de navigation de l'avion KL-007 était bien là, et elle était de plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui était étonnant, c'est que la route finissait à Séoul quand même. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un petit peu comme si l'avion allait d'Anchorage à Séoul en suivant une sorte de route très particulière qui survolait le territoire de l'Union soviétique. Quand on regarde aujourd'hui, ces routes de transit océanique existent toujours au niveau du Pacifique Nord, et on voit les avions toujours les suivre, et après arriver au nord du Japon, ceux qui vont en Corée, ils vont braquer sur leur droite,
et puis partir vers la Corée. Mais avant cela, ils suivaient des routes de transit océanique. Ils ne font pas de raccourcis, entre guillemets, en survolant le Kamchatka et l'île de Sakhalin. Il faut attendre bien plus tard, il faut attendre 1992 pour que le président Yeltsin, dans un geste un petit peu de détente, révèle que la Russie finalement détient les boîtes noires. Les boîtes noires avaient été trouvées relativement tôt par les soviétiques. Peu de temps après le crash, ils avaient trouvé les boîtes noires. Ils les avaient prises et les avaient planquées à Moscou. Et ils ont jeté dans les eaux internationales, dans l'endroit le plus profond, ils ont jeté un ping, ils ont jeté un appareil qui balançait des pings toutes les 3 secondes, que les Américains allaient trouver et allaient focaliser tous leurs efforts dessus, et quand par hasard on l'a jeté, c'est pas un hasard, dans l'endroit le plus profond de la région. Comme ça, les recherches se perdent. Les Russes avaient réussi aussi à trouver l'épave, elle gisait par 174 mètres de fond. Ils ont plongé dessus. Ils ont envoyé des plongeurs avec des cloches qui ont été voir. Ce qui les a surpris, c'était, et ça on n'a jamais compris vraiment jusqu'à maintenant, même si on est à peu près sûr qu'il y avait 249 personnes dans l'avion. Enfin, on a des noms, pas de tout le monde, mais on a des noms de passagers qui étaient là-dedans. On dit, il y a des familles qui ont cherché les leurs pendant des années, qui ont formé des associations. Néanmoins, quand les Russes ont plongé là-dessus, c'était 2 semaines après le crash, c'était 15 jours après le crash, ils n'ont pas trouvé de corps, ils n'ont pas trouvé de bagages. Ils ont trouvé l'avion, il était éclaté en beaucoup de morceaux, mais il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de bagages. Il n'y avait même pas de valise ou de poignée de valise, ont-ils dit. Parce qu'on peut croire leurs paroles. Peut-être qu'ils racontaient n'importe quoi, eux aussi. Parce que un des grands problèmes dans cette guerre entre l'URSS et les États-Unis, c'est qu'on peut croire ni l'un ni l'autre. Parce que les deux ont un long historique de mystification. Les Russes, leurs mensonges sont plus vraiment approuvés. Les Américains non plus. L'histoire du golfe du Tonkin qui a permis une résolution qui est passée devant le Congrès, qui a donné l'autorisation donc au gouvernement américain d'entamer une guerre au Vietnam, eh ben, cette résolution a été écrite 6 semaines avant la guerre, avant l'incident du Tonkin. L'incident du Tonkin, maintenant c'est connu que c'est jamais arrivé, que c'est une création totale du système américain pour justement envoyer le pays dans une guerre avec le Vietnam du Nord. Ils ont déclaré qu'ils ont été attaqués alors que personne ne les a attaqués. C'est complètement imaginaire cette histoire. Mais ils avaient un but qui était de lancer une guerre et il fallait créer l'incident qui allait avec. L'incident, c'est celui du golfe du Tonkin. Donc, en 93, l'OACI reçoit donc les boîtes noires. Ce qu'on entend dans les boîtes noires, pour tenter qu'elles fussent authentiques, parce qu'il y a aussi l'histoire inverse. Il y a des gens qui racontent que finalement, les Américains ont planté des fausses boîtes noires que les Soviétiques étaient très contents d'avoir trouvées et d'avoir planquées, alors qu'en fait, c'était pas les vrais. On ne saura peut-être jamais la vérité sur ces choses-là. Les boîtes noires, on entend des pilotes discuter, ils s'ennuient. Ça n'a pas l'air d'être des pilotes qui sont dans une mission suicide ou dans une mission pour violer le territoire de qui que ce soit. Ils ont l'air de s'emmerder ferme dans leur cockpit. Ils n'ont pas l'air d'être inquiets outre mesure, ou de réaliser ou d'avoir conscience qu'on est en train de les suivre ou qu'on est en train de chercher à attirer leur attention. Parce que les pilotes russes avaient dit qu'ils ont tenté de leur parler sur 121.5, la fréquence d'urgence internationale. Mais la boîte noire ne montre pas de communication sur la 121.5. D'ailleurs, il y a des doutes. Est-ce que les avions soviétiques avaient accès à cette fréquence? Parce qu'il semblerait, certains disent oui, d'autres disent que non, qu'elle est désactivée pour éviter justement qu'ils ne puissent parler à d'autres avions ou à des contrôleurs aériens occidentaux et faciliter une défection. Qui sait? On a cherché à attirer leur attention en tirant avec des balles à côté, mais c'était pas des balles dites traceurs, ça signifie qu'ils ne se voient pas dans la nuit.
Et que finalement, potentiellement, le KAL 007 a reçu un missile sans jamais avoir compris ce qui lui était arrivé. En tout cas, pour finir, on finit par cette conclusion qui a glacé le sang de l'OACI. Parce qu'elle dit que, l'OACI dit la chose suivante, elle dit que les pilotes du KAL 007, il n'y a pas de malice de leur part. Mais ils ont fait preuve d'une incompétence particulièrement crasse. Néanmoins, et c'est ça qui est glaçant, il dit que c'est une compétence qui n'est pas inusitée dans le milieu des pilotes d'avion. On se voit dans une autre vidéo.